Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Avec moi, Jules Torres et Georges Fenech. Messieurs, j'aimerais revenir sur ce passage qu'on a eu à l'instant avec Karim Bouamrane, maire PS, maire socialiste de Saint-Ouen, près de Paris. L'instauration de ce couvre-feu des moins de 16 ans, on a eu votre avis. Il nous parlait de globalisation, un travail éducatif, préventif, périscolaire. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs France, qu'en fonction de la ville où on est, en fonction de la ruralité ou du côté citadin, en fonction du côté banlieue ou du côté peut-être grande métropole, chacun y va de ses mesures, mais qu'on n'arrive pas, nous, à globaliser notre système, notre approche française. Oui, et puis surtout, il y a quand même un changement, c'est que il y a 20 ans, quand on faisait des couvre-feux, c'était dans les villes un petit peu chaudes de la Seine-Saint-Denis, c'était dans les quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, la violence, elle s'est répandue dans tout notre pays à cause d'un ensauvagement de la société, ça c'est la première des choses, à cause aussi d'une recrudescence de la criminalité organisée. Et donc c'est vrai qu'il y a ces maires, des maires courage, qui décident, malgré la faiblesse de l'État et malgré la démission de l'État, d'utiliser tous les moyens qu'ils ont. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la police municipale. Il y a des communes qui ont augmenté considérablement ces dernières années le nombre de policiers municipaux. Il y a le recours à la caméra du vidéosurveillance, même si ça amène des débats sur la société de surveillance. Et puis il y a ces couvre-feux qu'on peut juger complètement imparfaits. Ça, j'en conviens parfaitement. On a l'impression que c'est une sorte de rustine sur un problème qui est beaucoup plus large, mais les maires font ce qu'ils peuvent avec les prérogatives qu'ils ont. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État de faire de la prévention, de l'éducation et ensuite d'améliorer les questions de justice pour éviter qu'on ait une société qui soit aussi violente. Georges Fenech, on a un maire socialiste qui prend d'habitude plutôt une mesure qui est censée être de droite. Je dis bien en principe. C'est bien de dépasser le clivage politique ? Oui, mais vous avez vu, il est très habile dans la présentation de cette mesure, la communication qu'il en fait. En fait, c'est pas une mesure répressive, c'est une mesure pour aider les parents, voyez-vous. 35 € d'amende en cas de récidive. Ils la paieront pas, vous savez bien. Mais c'est une manière de présenter les choses. En tout cas, il a le mérite, effectivement, de dépasser les clivages politiques. Il a dû certainement batailler avec sa majorité pour arriver à cette décision. Mais encore une fois, et Jules Torres a parlé de rustine, il m'a enlevé le mot que j'allais employer. Allez-y, je vous donne le mot. Pardonnez-moi, Georges. Oui, voilà. D'abord, ce ne sont pas des mesures qui peuvent être pérennes. Comme vous le savez, il y a des jurisprudences qui limitent dans le temps ce type de mesures. Vous ne pouvez pas les prendre n'importe où. Il faut le justifier. Il faut justifier qu'il y a un problème de mineurs, de troubles publics dans ce quartier, dans sa commune, et il faut le limiter dans le temps. Donc, vous voyez, c'est une mesure qui peut être ponctuellement intéressante quand il y a effectivement un contexte extrêmement tendu quelque part. C'est des mesures qui ont été prises par plusieurs maires. Certaines ont été censurées, certaines ont été validées. Le vrai problème de fond, je le répète encore une fois, c'est de s'attaquer frontalement à la délinquance de ces mineurs qui, effectivement, n'ont rien à faire dans la rue. Ah, ils ont moins de 10 policiers pour gérer une ville de 50 000 habitants. Non, c'est pas assez, 10 policiers. Bah oui, et lui nous dit que c'était bon. Bah oui, mais il a une majorité de gauche, donc c'est compliqué. Il en faudrait au moins le double, au minimum le double. Mais ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut vraiment s'attaquer à cette politique pénale des mineurs. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas une véritable volonté politique. Et quand il y a un sursaut quelque part, on l'a vu, je l'ai cité tout à l'heure avec M. Attal, c'est le Conseil constitutionnel qui se charge de retoquer des mesures. Donc vous avez aujourd'hui des mineurs qui ne sont pas traduits immédiatement après la commission des faits devant des tribunaux puisqu'il n'y a pas de comparution immédiate et qui plus est sont jugés 9 mois, 10 mois plus tard, voire 1 an plus tard. Ils se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont refait d'autres bêtises depuis. Ils en ont refait. Vous savez, j'ai été substitut des mineurs. Moi, je me souviens, quand j'allais aux audiences, c'était des casiers judiciaires à rallonge. 10, 20, 30, 40, 50 condamnations. Et il est comment le jeune face à vous? C'est bien toi qui as volé le cyclomoteur de couleur bleue. Le mineur, il vous regarde, il se souvient pas, il en a tellement fait, tellement volé, il n'a pas la mémoire de tout ce qu'il a fait. La justice ne fonctionne pas, il faut le savoir, parce que on a retenu à titre exclusif les mesures préventives et on a oublié la sanction. Une politique pénale, elle marche sur ses deux pieds, la prévention et la sanction. Et la sanction a une valeur éducative. Ça permet aux mineurs de prendre vraiment la mesure de ce qu'il fait et de s'arrêter à temps. Ou pas, parce que parfois, il y a les récidives que vous venez d'expliquer. Mais s'il y a des récidives, c'est parce que les premières mesures sont pas dissuasives. Alors la grosse mesure, il faut directement... Mais il faut un placement immédiat dans un centre éducatif fermé. Vous avez un jeune qui commet... Vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui un crime ou délit sur 5, tout confondu, qui est le fait d'un mineur.
1 sur Non, 5. très jeune même, de plus Et en de, plus. et de plus en plus jeunes. Et ils n'ont plus peur de rien. Ils utilisent des kalachnikovs, ils utilisent des couteaux. Donc il faut vraiment dire stop. Et pour dire stop, il faut prendre des mesures adaptées. Jules Torres. Le problème, c'est que moi, je suis parfaitement d'accord avec le constat que dresse Georges, mais on a des politiques qui veulent faire évoluer la loi, qui vont vers des lois plus répressives. Mais encore une fois, on a ce Conseil constitutionnel qui nous empêche, qui muselle complètement le législateur, qui court-circuite l'exécutif et qui finalement se comporte en contradiction totale avec l'intérêt des Français. J'ai sous les yeux les articles, parce que je pense que c'est important de faire de la pédagogie là-dessus, les articles qui ont été censurés pour cette loi Attal. Parmi ces dispositions censurées, il y a l'extension de la comparution immédiate et de l'audience unique. C'est-à-dire que vous avez, pour les jeunes, une comparution qui est immédiate. Aujourd'hui, c'est impossible quand ils ont de 16 à 18 ans. Et c'est d'ailleurs le cas, souvenez-vous, de la mort du petit Elias. Il a été poignardé, visiblement le meurtrier présumé, devait comparaître dans 9 mois, alors qu'il aurait pu comparaître bien avant cela, et ça aurait pu empêcher ce meurtre-là. L'allongement de la détention provisoire, Georges en a parlé, le texte portait la durée maximale de 2 mois à 1 an pour les mineurs de moins de 16 ans. Je pense que c'est une mesure de bon sens qui est partagée par bon nombre de nos citoyens. Très important, l'inversion de l'excuse de minorité. Le projet, il prévoyait l'atténuation des peines qu'elles deviennent exceptionnelles de 16 à 18 ans, censurée par le Conseil constitutionnel. Georges en a également parlé, la rétention par un officier de police judiciaire que Gabriel Attal voulait placer jusqu'à 12 heures sans contrôle judiciaire. Ça a été censuré et là, c'est encore plus, à mon avis, frappant, et ça nous montre qu'il y a un problème. L'augmentation du nombre d'assesseurs au tribunal des enfants, jugé cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'était pas le bon texte, enfin le bon article dans la bonne proposition de loi. Donc voilà, on comprend plus rien. Tous ces articles-là font consensus, mais de manière très majoritaire dans l'opinion. Au-delà de ça, on voit bien, c'est flagrant, que le Conseil constitutionnel sort de son rôle. Ah oui, il devient le législateur. Il ne peut pas dire que ces textes sont contraires à tel article de la Constitution, c'est pas vrai. Surtout qu'ils sont allés chercher des articles de 1908, de 1912 et l'ordonnance de 45, alors que les jeunes ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'il y a. Le Conseil constitutionnel se substitue à la volonté du pays, qui est représentée par des élus, qui votent des textes, et le Conseil dit ça nous plaît pas. Pas parce que c'est contraire à la Constitution, c'est contraire aux principes fondamentaux des lois de la République qu'ils ont eux-mêmes édifiés. Vous vous rendez compte? Donc la première grande réforme qu'ils vont faire en 2027, c'est ramener le Conseil constitutionnel dans son lit, c'est-à-dire pour qu'il remplisse ses missions. Georges Fenech, Jules Torres, j'aimerais changer de sujet avec vous. En ce mois de juillet, président de la République et Premier ministre sont dans le top des duos les moins appréciés. Jamais un couple exécutif n'a été aussi impopulaire depuis la création du baromètre du JDD. 81% de Français mécontents selon d'Emmanuel Macron, et 82% pour François Bayrou. Jules Torres, vous signez un édito pour le coup très intéressant dans le JDD, faut le dire quand c'est bien aussi. Et pour vous, c'est simple, nous sommes dans une impasse. La seule solution passe par la démission du chef de l'État afin de rebattre les cartes. Oui, je soulève la question. J'appelle pas à la démission du président de la République, mais je suis pas le seul à pour vous, soulever c'est la seule issue possible. Cette question-là. Il y a des personnalités qui l'ont évoquée depuis longtemps, pas seulement à la France Insoumise ou au Rassemblement National. Quelqu'un comme Hervé Morin absolument a dressé ce constat-là. C'est que il y a 620 jours entre aujourd'hui et le premier tour de la prochaine élection présidentielle. Et on a un président donc qui est complètement délégitimé, qui n'a plus d'autorité ni sur son Premier ministre ni sur ses ministres. Le Premier ministre n'a plus d'autorité sur ses ministres et n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est complètement fragmentée avec ses 3 couloirs de nage. Donc ça, c'est les faits. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on peut faire politiquement? Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut voter des lois et des réformes très structurelles sur la sécurité, sur la justice des mineurs, sur l'immigration? On sait qu'aujourd'hui, les Français considèrent qu'il y a une submersion migratoire. Est-ce qu'on peut faire évoluer la justice qui est considérée à 80% par les Français comme laxiste? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'on va avoir une discussion qui va être très peu intéressante sur la question du budget, alors qu'on a entre 120 et 150 milliards normalement d'économies qu'on devrait faire si on voulait résorber la dette. On est à 43 milliards d'efforts et 21 milliards de vraies économies dans le budget de François Bayrou. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire et que, a priori, la seule perspective qui pourrait faire changer la France, c'est la démission
du président de la République, qui est pas quelque chose de, enfin c'est évidemment radical, mais c'est prévu. Radical, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est le président de la République qui a démissionné, c'était Charles de Gaulle. Absolument, c'est prévu. Certain 28 avril 69. C'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la Constitution. Au lendemain de l'échec de son référendum sur un projet de régionalisation, à l'époque, je le cite, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Charles de Gaulle. Quel événement, Georges Fenech, faudrait-il pour qu'Emmanuel Macron pose sa lettre de démission sur la table des Français? Vous avez raison de rappeler le cas du général de Gaulle. Mais avant lui, on peut citer sous la Troisième République, il y a eu le président Mitterrand. Arrêtons-nous sur Gérard de Gaulle. Non, mais et parlons justement de maintenant d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse poser justement sa lettre de démission sur la table des Français? Je vais vous dire. Moi, je crois que le palais de l'Élysée, ça n'est pas un palais de villégiature. Voilà. Bon, les ors de la République, c'est bien beau. C'est un palais où doit se décider le sort de la France. Or, aujourd'hui, il n'y a plus personne à la barre au palais de l'Élysée parce que le président de la République a été désavoué à 4 reprises. À 4 reprises, hein. Il a consulté le peuple en dissolution, les élections partielles, etc. Et à 4 reprises, le peuple lui a dit non. Voyez-vous, il aurait dû, logiquement, dans l'esprit même des institutions de la Ve République, et vous avez rappelé De Gaulle à juste titre, il aurait dû en tirer les conséquences. Il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un mur qui se présente devant M. Bayrou, c'est le budget, et c'est sans doute la censure qui arrivera à l'automne. Mais après, si M. Bayrou tombe, que se passe-t-il là? Alors justement, vous allez nous l'expliquer juste après le journal permanent d'Europe 1. Il est 19h43, je suis en compagnie de Jules Torres et de Georges Fenech.